Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dans quelques jours, on va avoir la réunion de la Réserve fédérale américaine, 13 et 14 juin, qui sera suivie par la réunion de la Banque centrale européenne le 15 juin. Et donc, on va peut-être avoir des décisions politiques monétaires dans les prochains jours. Et évidemment, le marché va commencer à scruter ça avec un peu d'inquiétude et un peu d'espoir. En préambule, parce qu'on va regarder ce que pourrait faire la Banque centrale européenne, en préambule, je vous rappelle, si vous ouvrez le site de la Banque centrale européenne, la première phrase qui est écrite, c'est « Our main aim at the ECB is price stability ». Voilà. Eh ben, la price stability, c'est pas le seul objectif de la Réserve fédérale américaine, c'est également un objectif de plein emploi. Et de croissance donc. Et donc si vous voulez, déjà là on voit qu'il y a un biais différent entre les deux banques centrales. Alors on va regarder le tableau général de l'économie européenne, on le trouve sur le site de la BCE, et donc vous voyez l'inflation est en baisse à 6,1%, l'Euribor est à 3,15%, c'est un bon niveau, c'est un niveau tout à fait correct, le 10 ans souverain AAA en Europe est à 2,40, c'est un niveau, voilà, là aussi tout à fait raisonnable, voilà, un bon niveau. Le coût pour acheter une maison est à 3,44%. La masse monétaire M3 est en diminution, elle croît de 1,9%. Tout ça est bien, voilà, enfin à part l'inflation qui est un peu haute, mais qui est en baisse. Et puis les comptes courants sont excédentaires, 31,2 milliards d'euros. Et la dette des ménages est en baisse, elle se réduit progressivement, on n'est plus qu'à 94%, qui reste un niveau élevé, mais on est loin on a vraiment cassé à la baisse par rapport aux 100% qu'on avait atteint, et donc c'est très bien. Et la seule chose, et ça on vous l'a entouré en orange, c'est la croissance économique, eh bien on n'est que à 0,1%. Donc on a une inflation qui baisse à 6,1 qui reste trop haute, et une croissance qui est quasiment à zéro. On n'a plus de croissance. Bon. Et donc, c'est intéressant de regarder cette croissance sur la longue route, c'est-à-dire depuis la création de l'euro. Et vous voyez que, elle n'a pas été très brillante sur la durée, mais que elle s'était effondrée en 2020 avec le Covid. Elle avait repris post-Covid en effaçant quasiment tout ce qu'elle avait perdu pré-Covid, pendant le Covid. Et là, vraiment, elle est en train après un premier effondrement, elle est en train de s'affaisser et tendre vers zéro. Voilà, c'est quand même problématique, on a quand même besoin d'un peu de croissance. Et donc, la question qu'on se pose chez Hibou, c'est est-ce qu'on va pas avoir une erreur de politique monétaire? Voilà, et on vous a mis l'évolution depuis la création de la zone euro, des taux, le principal taux de refinancement monétaire de la Banque centrale européenne, c'est le principal taux directeur, et on vous a mis des flèches quand on pense qu'il y a eu des erreurs monétaires. Voilà. Alors, l'erreur monétaire, c'est 2008, alors, monter les taux alors qu'on rentre dans une des principales crises désinflationnistes de l'histoire de l'Europe, et remonter les taux à nouveau en 2011 alors qu'avec la crise budgétaire, c'est la crise de l'euro, c'est la crise budgétaire du sud de l'Europe, on entre à nouveau potentiellement dans une crise dépressive majeure. Voilà, tout ça c'est vraiment des erreurs de politique monétaire et qui ont coûté cher à l'économie, etc. Bon, et donc on se dit voilà, ça c'est des vieux démons. À l'époque, probablement qu'il y avait une influence très forte de l'ex-Bundesbank, de l'Europe du Nord. Vous savez que l'Europe du Nord aura facilement une politique mercantiliste, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes problématiques de population que la France, par exemple. Puis ils ont une structure industrielle très forte, donc ils peuvent très bien tirer par la croissance extérieure à la zone euro, croissance qui viennent de Chine, du monde émergent, des États-Unis. Voilà, ça peut suffire pour leur croissance interne. Mais d'autres pays d'Europe, comme la France, l'Espagne, n'ont pas du tout la même structure industrielle et de population. Et donc, voilà, la question c'est, la Banque centrale européenne vient de monter énormément les taux d'intérêt, comme vous pouvez le voir, elle n'a jamais fait aussi fort, aussi vite. Et donc, la question c'est, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Voilà. Parce que si on regarde ici, toujours un graphique de la Banque centrale européenne, l'inflation hors alimentaire et énergie,
ben, vous voyez qu'on a une falaise, hein. On n'a pas baissé, hein. Alors bon, c'est des chiffres qui datent un tout petit peu qu'on a sur le site de la Banque centrale européenne, mais tout de même, l'inflation cœur, elle est au-delà de 5%. Bon, et la Banque centrale européenne peut être d'autant plus tentée d'agir que, si vous voulez, si on regarde la manière dont est diffusée cette inflation au sein de la zone euro, alors évidemment, il y a des différences entre le Luxembourg, qui est le plus bas, à 2,7%, la Lettonie, qui est le plus haut, à 15%, mais si on exclut ces tout petits pays, on a 7% en moyenne, et vous voyez, toute la zone bleue, pas foncée, ni très claire, c'est-à-dire rassemble toutes les grandes économies de la zone euro qui ont approximativement à 1% près, le même taux d'inflation. Donc la problématique qu'aborde la BCE, c'est une problématique générale. Elle peut agir, c'est la même problématique en Allemagne, en France, en Italie, en Autriche, en Irlande, etc. Bon. Alors, si on regarde d'un peu plus près, tout de même, et non plus la manière dont est composée géographiquement cette inflation, mais quelles sont ses causes sectorielles, on vous a mis ici toujours un tableau de la BCE avec les différents secteurs qui génèrent de l'inflation. Et vous voyez, les principaux secteurs, c'est la restauration, hôtellerie, l'équipement des ménages et le tabac, et puis food and beverage. Voilà. Et alors, alors si on regarde un à un, alors l'équipement des ménages, on n'a pas grand-chose à dire, on ne sait pas très bien chez Hibou d'où ça vient, ce que ça signifie. Bon. Mais si on regarde les hôtels-restaurants, les hôtels-restaurants, si vous voulez, ils sortent d'une crise Covid épouvantable, ils ont besoin de refaire leur trésorerie, il n'y a pas tellement d'alternatives pour eux à augmenter les prix. Si on regarde le tabac, alcool, tabac, c'est essentiellement les taxes. Donc c'est pas tellement le tabac en lui-même qui augmente. Et puis si on regarde food and beverage, voilà, c'est là la principale composante de cette inflation, on est à plus 15%. Eh bien, évidemment, c'est très important. Mais on vous a mis dans le graphique que vous voyez ici l'indice mensuel des prix d'achat des moyens de production agricole, tel que c'est un indice qui est réalisé par l'INSEE, donc qui ne concerne que la France, mais ça peut être la même chose partout en Europe, puisqu'il s'agit des intrants agricoles. Alors, qu'est-ce que c'est que ces intrants? Si vous voulez, c'est le prix de l'électricité, c'est le prix des fertilisants, c'est éventuellement le prix du fret, c'est le prix du blé, des graines, tout ça. Donc ce sont des prix mondialisés, quoi. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont beaucoup augmenté? Parce qu'il y avait la reprise post-Covid. Alors ça fait monter tous les prix des matières premières, de l'énergie, comme vous le savez. Et puis il y a eu la guerre en Ukraine. Et puis voilà, tout ça, c'est des phénomènes sur lesquels on ne peut pas tellement agir, quoi. Pas parce que vous allez monter les taux, la Banque centrale européenne, que vous allez arrêter la guerre en Ukraine, vous allez faire baisser le prix des phosphates. Il n'y a pas de lien, quoi. Donc ça sert à rien. Ça ne fait qu'augmenter des prix des emprunts qui s'additionnent à l'augmentation du prix des intrants. Donc ça n'a pas beaucoup d'impact. Et donc on pense que la hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, elle n'arrive pas sur une économie en surchauffe, parce que comme vous l'avez vu, la croissance est à zéro. Donc c'est pas du tout la même problématique qu'aux États-Unis, qui est une économie en surchauffe et qu'il faut refroidir. En Europe, l'inflation, c'est essentiellement du fait de la hausse du prix des intrants. Bon. Et en plus, si vous regardez l'inflation générale, toujours graphique de l'INSEE, et pourtant c'est un graphique qui s'arrête à mars 2023, vous voyez que ça fait quelques mois tout de même que l'inflation recule très sérieusement. Et alors, si vous voulez, ce qui est favorable au-delà de cette baisse de l'inflation, c'est qu'elle continue, quoi. Elle s'est pas arrêtée en mars. Si on a les chiffres ici du mois de mai, alors c'est pas des chiffres définitifs, mais c'est toujours ceci de la BCE, c'est les prévisions de la BCE. L'inflation devrait être à 6,1% pour le mois de mai contre 7% en avril. Donc la baisse de l'inflation continue et la Banque centrale européenne nous indique quelles sont les principales causes de cette inflation. Alors, et de très très loin, c'est l'alimentation, l'alcool et le tabac. Et là encore une fois, monter les taux d'intérêt, ça n'a pas d'impact sur cette inflation. En revanche, les biens industriels hors énergie sont quasiment à 6% d'inflation. Et les services très importants, sont à plus de 4% d'inflation. Et donc, il peut y avoir une tentation, comme la BCE, de se dire, bon, alors je ne t'aime pas laisser une inflation des services
à plus de 4%, je vais continuer à taper sur l'économie pour que l'inflation des services, elle descende en dessous de 2%. Voilà. Elle peut se dire ça et nous, ça nous inquiète un petit peu chez Zibou parce que si on regarde les prix des crédits à la consommation, vous voyez que depuis 2004, c'est-à-dire quasiment depuis 20 ans, on n'a quasiment jamais été aussi haut, quoi. Faut être un emprunt à la consommation en Europe, et bien en moyenne, si cet emprunt a moins de 1 an, c'est quasiment 8%. C'est énorme, 8%. Hein. Donc, surtout si vous comparez à la hausse des salaires, etc. Et si vous regardez le prix d'un emprunt pour acheter une maison, un emprunt de plus de 5 ans, vous êtes à 3,51% en moyenne en zone euro. Voilà. Et ça, c'était en avril. Donc en mai, ça a probablement encore un peu augmenté. Et donc 3,51% sur un emprunt à 20 ans, c'est 3,5 fois de plus qu'il y a 1 an. Hein. Donc c'est vraiment important. Et donc, ce qu'on pense chez Zibou, c'est que ça va avoir un impact sur l'économie. Ça a déjà un impact sur l'économie. L'économie est déjà à zéro. Et on espère beaucoup que la Banque centrale européenne va laisser cette hausse de taux infuser dans l'économie. Voilà. D'autant que si vous regardez les taux courts, c'est-à-dire l'Euribor, on est normalisé par rapport, nous on considère que la normalisation c'est entre 2 et 4. Eh bien, on est vraiment au milieu de cette normalisation. Voilà, puisqu'on a plus de 3%. Et si vous regardez le taux souverain à 10 ans, eh ben là aussi, on est pas complètement, mais largement normalisé à 2,5%. Donc je dirais entre 2 et 4%. Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous voyez, le marché se dit à 2,5%. Sur le 10 ans, ça veut dire qu'il craint pas qu'il y ait une inflation à long terme en Europe. Voilà, la Banque centrale européenne va hésiter. On espère beaucoup chez Zibou qu'elle va pas commettre l'erreur monétaire de monter encore une fois les taux alors qu'elle a peut-être déjà un peu trop monté. Il y a un élément qui pourrait être favorable au marché, qui pourrait être favorable à un statu quo de la Banque centrale européenne, c'est que vous avez ici la parité euro-dollar et vous voyez que l'euro était sur une pente baissière depuis la crise de 2008. Qu'on avait fait une première tentative de sortie de cette tendance baissière juste avant le Covid. Ça a été cassé par le Covid, on est retourné dans la tendance baissière parce que en sortie de Covid, la Banque centrale américaine a augmenté ses taux beaucoup plus fort qu'en Europe parce que contrairement à l'économie européenne, l'économie américaine, elle est véritablement en surchauffe, ce qui n'est pas le cas de l'économie européenne qui, elle, subit simplement une surchauffe des intrants. Et donc, voilà, comme la Banque centrale européenne a également monté ses taux, suivi la Réserve fédérale américaine, eh bien, on est reparti à la hausse sur l'euro et donc on a cassé cette tendance baissière. Donc ça peut être un signe assez bon parce qu'évidemment, la hausse de l'euro, ça a un impact désinflationniste, voire déflationniste sur le prix des intrants et donc sur toute la mécanique, la mécanique inflationniste, le cercle vicieux inflationniste européen. Et donc ça peut aider la Banque centrale à être sur un statu quo. En tout cas, ce qu'on pense chez Zibou, si vous voulez, c'est que on espère que la Banque centrale va pas monter les taux, ce serait une erreur. Toutes les manières, ce qu'on pense, c'est qu'elle les monte ou pas. On pense que les taux hauts vont pas rester durablement hauts en Europe, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de surchauffe de l'économie. Donc on pense qu'ils baisseront assez rapidement sur la zone euro, ce qui ne sera pas forcément le cas des États-Unis. Voilà, on va suivre ça de très près. Les marchés vont suivre ça de très près. En réalité, c'est une décision importante parce que c'est une décision qui peut avoir des conséquences économiques. Donc, il faut faire attention à ça dans la gestion de ces portefeuilles. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. À très bientôt avec l'équipe Zibou.